Joel Embiid doit savoir. Mais nous, peut-être qu'il ne nous écoute pas, mais quoique, on ne sait rien. Il y a même des chances qu'il écoute. Mais il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes qu'on a tellement évoquées. Et Si tu entends bien Simon, non, ouais, je vérifie la liaison entre vous Oui, deux. oui, je l'écoute, Ok, vas-y. ouais, il y a plusieurs pistes qu'on a tellement évoquées. Moi, je peux comprendre tout ce qu'il a dit là. Mais, je le répète une fois de plus, le jeu a évolué, certes, mais lui, il est devenu Joel Embiid grâce à sa différence avec les autres. Il n'est pas devenu Joel Embiid parce qu'il avait un bon tir à 3 et qu'il avait un step back comme Harden ou je sais pas comme Kobe ou je sais plus quoi. Il est devenu Joel Embiid pour une raison, c'est que il a ramené de la peur dans la peinture avec de la variation. Parce que de la peur. Drummond fait peur. Mais sauf que lui, de plus que Drummond, il a de la variation. Il peut tirer à 3. Personne n'interdit. Même Dwight Howard a pris 2 tirs à 3 points. L'autre jour, même il en a mis 1. Il peut avoir 3 tickets, 3 points. Mais même Giannis tente à 3. Mais l'essentiel de son travail est d'aller percuter, de faire peur, de dire à ses coéquipiers, ne vous en faites pas, je suis là. C'est ce moi j'attends. C'est de dire à ses coéquipiers, ne vous en faites pas, je suis là. C'est-à-dire que on prend un exemple. Ce que tu veux dire, c'est que ses coéquipiers se sentent plus en confiance quand il est à l'intérieur et pas quand il est à l'extérieur. Effectivement, parce que, je vais te dire, c'est pas Horford et son âge avancé qui va venir faire peur dedans. Ils ont Joel Embiid, c'est-à-dire les pivots adverses, quand ils se lèvent, ils se disent, merde, on va jouer contre Joel Embiid, qu'est-ce qu'on va faire? Mais quand, pour un coach adverse, c'est de dire au pivot extérieur, ne t'en fais pas, ramène-le à la périph' et le reste, on fait le boulot, ça devient trop facile. Et moi, je dis juste, c'est qu'il nous a amené, il nous a fait aimer Joel Embiid pour ça, pas pour autre chose. Moi, j'aime bien quand même, parce qu'il est plutôt adroit à une certaine distance pour sa taille et son envergure, mais en abuser ne sert à rien. Ça ne nous fait pas kiffer parce que on l'a aimé pour autre chose. Après, c'est pas lui seul, hein. C'est un travail avec le coach, c'est un travail avec le staff, c'est un travail avec les coéquipiers. C'est pas lui seul. Nous, on ne veut que son bien. Moi, franchement, tout ce qu'il passe le temps à la périph' là, il en a mis des bons tirs à 3 points. Ça, c'est pas interdit. Même Giannis, je le disais, en prend. Il a le droit à 3, 4 tickets tir 3 points. Parce que maintenant, de nos jours, pour faire sortir les intérieurs adverses, il faut être une menace extérieure pour que le pivot adverse libère un petit peu. Mais la NBA a encore facilité plus vite les choses. Ils ont dit, il y a maintenant les 3 secondes défensives. Donc, ça fait déjà sortir. C'est pas à lui de sortir forcément jusqu'à 90 degrés pour libérer cette raquette. Les 3 secondes défensives aident déjà son équipe à libérer ça. Donc, quelque part... Je peux dire quelque chose. Il termine et après tu vas... Parce que je pourrais... D'accord, ok. Et après Missy qui va réagir. Missy va réagir aussi, elle a des choses à dire. Vas-y. Il serait pas long. C'est juste pour juste une minute. En fait, je comprends très bien ce que tu dis, Simon, et tu as parfaitement raison en tant que fanatique de NBA. Parce que si je te comprends bien, voilà, il nous a donné goût à ce style de jeu. C'est qui a fait, voilà, on a développé cet amour pour son style et tout. Bon, du coup, quand il présente quelque chose d'autre, ça crée un peu un goût amer, ça laisse un peu une envie de, voilà, il y a quelque chose qui manque en nous. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est, on parle d'un joueur, d'un franchise player. Donc, ce qui veut dire, il est en mission. Il y a quelque chose qu'il doit apporter à cette cité de Philadelphie, à cette équipe des Sixers. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est le titre. Et il a même bien dit dans son article, il a dit que, à ce niveau, je ne me concentre plus sur ce qu'on dit de moi. Ce n'est plus ça mon problème. Je m'en fous quoi que ce soit, qu'importe ce qu'on pense de moi, si je joue hors de la ligne ou si je suis en pivot, ce n'est pas là mon problème. Moi, mon objectif, c'est de
de ramener un titre dans cette cité. Et qu'importe les moyens, qu'importe ce qu'on lui présente, qui pourra l'aider à ramener ce titre, il va le faire. Là, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est quoi? C'est que, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, les gens oublient un peu d'où Embiid vient. Parce qu'on est en train de parler d'un gars que dans son enfance, il n'avait jamais rêvé jouer au basket. C'est un truc qu'on oublie beaucoup. Donc, ce qui veut dire, le basket pour lui a été comme une école, comme une personne qui part à l'école et découvre la physique, et on lui apprend les règles, les termes de la physique et tout et tout. Mais il était tellement apte à appliquer ces règles-là et à les développer qu'il est devenu européen. C'est pas comme si Embiid était déjà né talentueux ou à l'âge de 15 ans, il faisait déjà des dribbles et tout. Bah non. Donc, il faut qu'on considère ça. Donc, du coup, il joue beaucoup sur son état physique. Et il a bien dit dans certaines interviews que vous allez voir la vraie version de moi pendant les playoffs. Et il ne le cache pas. Il ne le cache pas du tout. D'accord. Missy, comment tu réagis? Après, on va passer à Pascal Siakam. Steve, non, excuse-moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce parce qu'il m'a coupé dans mon élan, mais c'est tant mieux ce qu'il dit, mais on peut modifier des choses pour apporter un titre, mais quand c'est moins efficient que ce que tu faisais avant, ça veut dire que ta modification, tu n'es pas dans la bonne voie. Il faut qu'on se le dise. Si c'est moins efficace que ce que tu faisais avant, c'est que tu n'es pas dans la bonne voie. À moins que tu te laisses encore un nouveau process de 2-3 ans pour changer tout ton jeu, dans ce cas, annonce-le nous. Annonce-le nous clairement. Parce que moi, je te le dis clairement, si je suis un très bon tireur à 3 points et que subitement, je me dis non, peut-être c'est dans la peinture ou à mi-distance que je suis mieux, même mon coach va me dire, mec, tu t'es fait connaître parce que tu es l'un des meilleurs artilleurs à 3 points. Maintenant, tu as décidé de jouer là. Ça change totalement tout. C'est peut-être pour ça que soit il l'annonce, il dit j'ai envie de changer totalement, auquel cas, il faut que ce soit plus efficace qu'avant. Sinon, il n'aide pas son équipe. Il n'aide pas du tout son équipe ni l'évolution de sa carrière. Tony Parker disait qu'il a changé son tir en 2007 pour devenir All-Star. Mais ça, c'était pour s'acheter un tir qu'il n'avait pas. Parce qu'il était toujours en pénétration, il n'avait pas de tir à midi. Ça a pris du temps. Il a gagné, il est devenu All-Star. Joel Embiid est déjà All-Star. Ça l'a ramené All-Star, ça l'a ramené favori pour le titre. S'il veut changer maintenant, qu'il nous dise pourquoi est-ce que c'est ça qui va ramener le titre. Moi, je suis pas sûr parce que son ancien style le ramenait plus près du titre que son nouveau style. Après, peut-être ça lui donnera raison. Mais pour l'instant, ça n'aide pas son équipe, ni lui. Ses stats sont en baisse, ses pourcentages sont en baisse. Il inspire moins la crainte. On va écouter Missy. Missy, comment tu réagis à ce que tu as entendu? Après, on va enchaîner, sauf si Steve veut dire une dernière chose et on enchaîne avec Pascal parce qu'il faut qu'on aborde le dossier Pascal. Missy. Juste une chose, avoir autant de talent et être aussi bien, rappelons quand même que Joel Embiid, c'est quelqu'un qui mesure quand même 2,16 m. Lorsque vous êtes aussi grand, vous êtes quand même limité par moment au niveau du jeu. Mais lui, il a justement ce footwork, il a une extrêmement bonne mobilité. Il faut qu'il en fasse usage dans la raquette. Maintenant, on ne dit pas qu'il va rester uniquement dans la raquette. Là où ses coéquipiers peuvent aussi aider, là où son coach, surtout Brett Brown, peut aider, c'est la lecture du jeu. Les Sixers sont l'une des équipes qui perdent le plus de ballons. Après, c'est quelque chose qui se travaille. L'alchimie, la lecture du jeu. Et il faut que cette équipe des Sixers fasse un peu comme fait Toronto. Toronto, c'est une équipe où on a intégré les nouveaux joueurs qu'on découvre cette année, comme les Chris Boucher, les Terrence Davis. C'est des gars qui font des efforts les uns pour les autres. Cette équipe-là, dans son ensemble, elle doit faire les efforts les uns pour les autres. Quand votre coéquipier joue bien et que vous-même, vous n'êtes pas derrière lui dans l'intensité, quand Siakam est là, et en l'intensité, on voit bien que Ibaka, ça tourne. Après, il y a Kylori, on disait, lui, il peut pas être bon au playoff.
Ils ont eu un nouveau coach, la Nick Nurse, qui est arrivé, qui a remis tout le monde, justement, dans l'intensité. Et il faut qu'il exprime son jeu dans l'intensité. Or, l'équipe, quand elle n'est pas dans l'intensité, moi, je trouve son alchimie avec Al Horford extrêmement mauvais, alors que tous les deux, ils devraient être dominants dans la raquette. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste que Brett Brown se saisisse de tout ça pour qu'ils repensent leur jeu. Parce que les équipes qui marchent le mieux cette saison, on les voit quand on parle de l'Est. Moi, je vois surtout 3 équipes. Je vois même, si on rajoute même un petit peu Miami, je vois 4 bonnes équipes. Il y a donc les Bucks, il y a Indiana, et il y a les Raptors. Ces 4 équipes-là, elles sont en permanence dans l'intensité. Ça veut dire que quand quelqu'un va rater quelque chose, il y a toujours le coéquipier qui traîne, qui va faire l'effort supplémentaire. C'est ça encore que les Sixers n'ont pas encore. Cette personne, c'est qu'ils sont trop reposés sur Joel Embiid. Quand vous vous reposez sur Joel Embiid qui veut repenser son jeu, c'est compliqué de vouloir à la fois repenser son jeu. Je pense qu'il faut qu'il retrouve quelques assises pour lui-même reposer déjà son jeu sur ce que vous savez faire. Utilisez déjà vos fondamentaux sur ce que vous savez le mieux faire avant d'expérimenter vers autre chose. Ça, généralement, c'est en début de saison qu'on met ça en place. Mais on vient pas, alors que nous sommes quasiment à moitié de saison, expliquer que oui, ça je veux revoir ci, ça je veux revoir ça. Vous pouvez revoir, mais est-ce que vos coéquipiers vous suivent dans le fait que vous voulez revoir certaines aspects? C'est une bonne réflexion. Voilà. De toute façon, je retiens le propos dans le propos de Steve, je retiens surtout le fait que Joel Embiid en playoff, il nous proposera certainement plus de ce que tu as dit, Missy. Enfin, c'est ce qu'on attend. Hein. On attend ça en playoff. On attend un grand Joel Embiid en playoff. Restez bien connectés, on enchaîne, on passe fait une petite pause de moins de 5 secondes, on attaque avec le dossier basket. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. On est dans Total Africa NBA. Alors une dernière question que j'ai envie de poser à Steve concernant Joel Embiid. Steve, est-ce que toi aussi tu as envie de porter la Embiid One prochainement là? Justement, je croyais que c'était déjà sorti, mais ce n'est que ce matin qu'on m'a fait comprendre que ça sort pendant, je crois, l'automne. C'est pour l'automne, oui, c'est pour l'automne. Ouais. Donc, mais ça c'est sûr, je vais porter ça sur La Embiid One, on rappelle à tous les auditeurs, si vous ne le saviez pas, Under Armour qui prépare le lancement de la Embiid One, ce sera pour l'automne. On a hâte de la porter. Je suppose que ce sera une chaussure montante, hein, vu que c'est un pivot quand même, je pense. En fait, il y a eu des leaks sur Internet de la forme de la chaussure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais elle est pas mal. Hein. Elle ressemble un peu à la chaussure de... Ouais, elle ressemble un peu à la chaussure de Steph Curry, mais c'est une version un peu plus simple, quoi. La Embiid One. Allez, on a hâte de voir ça. Allez les amis, on passe au dossier Pascal Siakam. Le retour de Pascal Siakam, c'était dimanche dernier face au Thunder d'Oklahoma City. Pascal Siakam qui avait réalisé pour ce retour 30 minutes de temps de jeu
pour 21 points, 4 passes, 4 rebonds, 2 interceptions et 2 contres. Il était à 9 sur 15, 1 sur 2 au tir à 3 points. Un Pascal Siakam qu'on a senti un petit peu en baisse. En tout cas, on a senti un petit peu de faiblesse. Il était à -1 en plus-minus sur ce match. Deuxième match, c'était face aux Wizards de Washington. Le joueur, le MIP 2019, en 26 000 temps de jeu, est sorti de cette victoire face aux Wizards 140-111 à 15 points plus 11 en plus-minus, 8 rebonds, une passe décisive. Il était à 6 sur 9 au tir, 1 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Une meilleure note que sur le premier match avec plus 11 en plus-minus face aux Wizards de Washington. Troisième match de Pascal Siakam, c'est donc face aux Timberwolves du Minnesota. C'était le tout dernier match, 24 minutes de temps de jeu. Le Camerounais était à 14 points, 4 rebonds, 3 passes pour plus 8 en plus-minus, 6 sur 10 au tir. C'était un peu compliqué. 0 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Moi, mon commentaire par rapport au retour de Pascal Siakam, c'est certes une vingtaine de minutes de temps de jeu, un body language qui n'est pas encore en pleine puissance, mais on sent que Nick Nurse ne veut pas griller son joueur et il le tient un petit peu en parcimonie. Donc un Pascal qui démarre doucement. Moi, c'est comme ça que je le vois cette semaine. On pose la question au doc. Le doc. Missy, comment est-ce que tu vois la semaine de Pascal, et après le doc il va réagir. Comment est-ce que tu l'as ressenti son retour? Oui. Comment est-ce que tu as ressenti son retour? Est-ce que tu as été satisfaite? Pas du tout? Ou tu t'es dit bon, on regarde encore? Missy, vas-y. Allô, le doc? Est-ce que le doc est là? Missy, tu m'entends? Je t'entends pas, Missy. Allô, Missy? Steve, tu es là, non? Je vérifie la liaison avec... Voilà, Steve qui est toujours là. Missy qui doit avoir un souci avec son micro, on n'entend pas. Le Doc One Piece, est-ce que tu peux réagir? Comment est-ce que tu juges le retour de Pascal cette semaine? Oui, c'est plutôt un bon retour parce que les blessures comme ça, ce sont des blessures... Vous vous rappelez, c'était indéterminé. Hein. Mm-hmm. Ils ont fait un gros travail sur lui. Faut jamais forcer parce que ces genres de problèmes musculaires là, je pense que c'était les ischios. Allen quoi. Allen plutôt, ouais. C'est même de toute façon, c'est toute la zone jusqu'en remontant. Toute la zone. C'est des trucs qui, quand ça te chope et que c'est mal soigné, ça joue sur une carrière. Hein. Quand tu rechutes, et que c'est encore mal soigné, c'est des enchaînements et des enchaînements d'absence. Là, il revient, il a une grande chance, pas lui, à titre personnel, peut-être qu'il se battait pour un titre personnel, mais Toronto a une grande chance, c'est que les blessures de ces cadres ont permis de voir que cette équipe est plus complète et plus profonde qu'on ne le pense. C'est-à-dire que vous remarquerez depuis le retour des cadres petit à petit, que chacun a sa participation. Au départ de la saison, ils étaient très dépendants des points de Pascal Siakam. Ils étaient très dépendants. Mais depuis les blessures, ils ont trouvé une alchimie complète, c'est-à-dire que des responsabilités, chacun peut les prendre. Powell, depuis qu'il est dans le 5, avant sa blessure, c'était déjà bon. Depuis qu'il est revenu, il montre que c'est un cadre parce qu'il est dans le 5. Et Van Vliet, qui était blessé, qui est revenu, qui s'est reblessé, il est revenu au dernier match. Ça veut dire qu'il est revenu en pleine confiance parce que son équipe était en back-to-back. Il a scoré presque 28 et il est allé au charbon avec Kyle Lowry, qui avait très peu joué la veille. Mais comme il s'était pas blessé, ça fait partie des joueurs qui peuvent jouer des back-to-back encore. Pascal, lui, il avait commencé très fort le match de son retour, si vous vous rappelez, 12 points au premier quart-temps. Et après... là, ça a commencé à s'essouffler un petit peu. Heureusement que son équipe menait de beaucoup, mais ils se sont fait rattraper. Donc, il a dû rentrer à nouveau dans le dernier quart-temps, mais c'était pas prévu. Quand ce fameux retour contre les Spurs, ils avaient tellement le match en main, plus de 20 points d'écart à un moment, que quand DeRozan fait son show au quatrième quart-temps, ils n'avaient pas prévu que Pascal revienne. Et là, il n'est plus en rythme. Il est plutôt froid parce que à plus de 20 points, le match était plié, il n'avait plus besoin de jouer. On le refait rentrer à moins 4-5 minutes parce que là, les Spurs se sont revenus. Mais
à la base, c'était pas prévu. Donc, il revient petit à petit. Il enchaîne. Vous avez vu quand il a dû mettre 20 points. Je sais pas sur le parquet de quelle équipe là en déplacement 20-21, je sais plus. 21, il les a mis face à OKC. Voilà, il les a mis parce que là, il y avait une certaine urgence de scoring sur ce jour-là. Mais les autres matchs, on se rend compte que cette équipe n'est plus super dépendante des points de Pascal Siakam parce que ils ont une équipe complète maintenant où des jours même, on insiste que l'autre jour, c'est Marc Gasol qui prend feu, ce qui a été très rare depuis un an, mais il prend feu offensivement. Après, c'était plus du All-Star Game qu'autre chose vers la fin, mais sur le lendemain, dans le back-to-back, les blessés qui viennent de revenir, heureusement qu'ils n'ont pas joué le 4e quart-temps, mais ils ne forcent pas parce que Van Vliet, qui n'était pas là, prend les choses en main, et Kyle Lowry, qui n'est pas blessé depuis, est en jambes. Et ils vont battre Minnesota, qui a quand même retrouvé ses 2 stars et qui a une équipe assez difficile à manœuvrer. Ils sont sereins. Le retour des gars comme Siakam, mais pas que lui, moi c'est ce que je remarque, est en train d'installer une sérénité dans cette équipe. Et je le dis, les gens ne regardent pas encore par là, mais match après match, moi ce qui m'a impressionné, c'est pendant l'absence de ces gars. Je me suis dit, cette équipe-là, c'est le cœur du champion, comme Tomjanovic l'avait dit. Ouais. Et je ne sous-estimerai jamais leur cœur parce que tels qu'ils sont, pour moi, ils sont plus complets que les Bucks. En fait, tu veux dire qu'ils sont beaucoup plus forts qu'en début de saison, quoi. Ah, mais ils sont mentalement, déjà mentalement, ils sont plus forts. Ils ont la confiance du champion. Et là, ils ont perdu des joueurs. Ils ont maintenu le cap. Ils ont eu quelques défaites normales parce qu'il y avait presque plus. Mais par rapport à ce qu'on attendait, ils n'ont rien eu comme défaite. Les cadres reviennent. Ils donnent des écarts de 10 à tout le monde depuis là. Il y a même eu écart de 30 contre Washington, de 20, je ne sais pas contre qui. Et si la santé suit, ils vont reprendre les 2 premières places de cette conférence. Et je peux vous dire en play-off, moi, tel que je vois la physionomie, les Bucks vivent et meurent par les 3 points. Et il n'y a rien d'autre. Giannis et les 3 points. Cette équipe de Toronto a trop d'armes à tous les niveaux. Que ce soit en low post, en up, que ce soit et en plus ils défendent de tous les genres. Ils s'adaptent à tout. Zone, presse, 2-3-1, 4-2-1, boîte, zone, ils font tout. Ils savent tout faire défensivement. Le doc qui a été impressionné par le collectif des Raptors. Tu conclus, Missy qui réagit? J'ai rarement vu en NBA une équipe qui sait défendre de tous les genres comme celle-ci. Donc, je préviens juste le retour de Siakam et ses compères. Je dis bien Siakam parce que quand il faut accélérer, il va accélérer. Pour l'instant, ce qui est bien pour lui, il n'a pas besoin. Son équipe est très complète. Voilà, Siakam qui reprend doucement. Je me souviens lors du premier match depuis son retour. Moi, j'étais super excité. Je m'attendais, vu son body language, je m'attendais déjà à 35 points. Il nous a fait un petit 21. Pascal Siakam, il commence doucement et c'est mieux ainsi. Missy, la semaine de Siakam, comment est-ce que tu la juges? Une semaine timide, une semaine normale? Nick Nurse qui a fait le taf? C'est pas une semaine timide, c'est juste que les défenses commencent aussi à s'adapter au jeu du Camerounais, oui. Au jeu de Siakam, quand vous savez que c'est quelqu'un qui peut rapidement vous enfoncer, vous faites très attention, mais ce qu'il y a, c'est que vous n'avez plus ce fameux duo Kawhi-Siakam. Siakam, il faut le ménager. C'est comme on dit, quand vous avez un joker, à défaut d'avoir 4, 5, 6 jokers, vous ne grillez pas votre joker. Vous avez besoin de lui parce qu'il amène de la variété. C'est quelqu'un qui est très bon en pénétration, sur le shoot extérieur. Vous savez, quand il est là, c'est surtout la dynamique qu'il peut vous apporter. C'est la dynamique, c'est qu'il est en permanence dans le rythme. Et ce qui est bien avec cette équipe des Raptors, c'est qu'il y a plein de joueurs qu'on a découverts. Moi, je l'avais découvert bien un peu avant. Bon, il y a eu la G-League, mais il y a surtout en pré-saison qu'on a commencé à découvrir Chris Boucher et tous ces joueurs-là. Ça, c'est vos petites mains, les Terence Davis, OG Anunoby, il revient bien. Tout ça, c'est tous ces joueurs-là
vous avez besoin de tout votre collectif. Et le collectif, s'il prend les bonnes habitudes ensemble, il va s'exprimer au play-off. Au play-off, ce n'est pas les Kawhi Leonard et autres qui vous font gagner. C'est les joueurs du bout du monde. Les Celtics et les Lakers ont 17 titres. Les Celtics 17 titres, les Lakers 16. Demandez donc à ces deux équipes d'où viennent la majeure partie des titres. Ils viennent de ces joueurs qui ont sorti du bout du banc. Ils viennent de Rick Carlisle et autres Danny Ainge. Pour les Celtics, c'est ces petits joueurs qui vont venir, qui vont vous prendre. Steve Kerr pour les Bulls, on va le citer aussi. C'est le cas pour les Bulls, c'est le cas pour toute équipe, même y compris les grandes équipes des Spurs. Vous avez toujours ce petit joueur. Non, je pensais surtout à Paxson et Steve Kerr pour ce qui est des Bulls. Non mais vas-y, enchaîne. Oui. C'est pas pour aller en compte de ce que tu dis. Oui, Vas-y, c'est les vas-y. joueurs. Oui. Et toute équipe à un moment donné T'as doit besoin posséder d'un ça. banc productif. Vous ne pouvez pas toujours attendre de vos meilleurs joueurs qui vont faire le job eux tout seuls. On va faire Même réagir aux Warriors. Steve. Vas-y, conclue, on fait réagir Steve. Maintenant, pour Pascal Siakam, comme on dit, il est seulement dans sa deuxième saison complète et entière. Donc, l'organisme doit pouvoir encaisser les chocs et on espère pour lui qu'il se gardera en bonne santé jusqu'aux playoffs, après les playoffs. Le risque, c'est de lui faire jouer trop pour qu'il rechute. Il faut impérativement éviter la rechute. On fait réagir Steve, le début de saison de Pascal Siakam, je sais pas si tu l'as remarqué, mais Nick Nurse l'a pressé comme un citron. Hein. Il a pas eu droit à beaucoup de load management. Hein. On espère que il va pouvoir, en tout cas pour le début là, pour cette semaine, on peut le dire, il n'a pas trop demandé aux Camerounais, une vingtaine de points, une vingtaine de minutes par match pour une bonne quinzaine de points en moyenne, on va dire ça comme ça. Le Doc ONP, il a rappelé une équipe des Raptors plutôt en confiance, une alchimie qui donne à penser qui donne confiance pour les playoffs, même si moi j'ai encore des questions par rapport à ce qu'il peut faire face aux équipes de la conférence Ouest. Hein. On l'a vu, ils ont souffert face aux Spurs quand même. Hein. Ils ont quand même, ils ont souffert face aux Spurs de San Antonio. Donc face aux équipes de la conférence Ouest, c'est pas encore ça, on va dire ça comme ça. Mais pour la conférence Est, au moins, on sait qu'ils sont facilement dans le top 4, voire dans le top 3. Comment est-ce que tu juges le retour de Pascal Siakam? Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont inquiets ou est-ce que tu fais partie de ceux qui sont plutôt rassurés? Je ne parle pas de sa deuxième place au vote du All-Star Game, on en parlera après, mais pour la forme du joueur, comment est-ce que tu réagis? Bon, moi je pense pas qu'il ait un problème. Hein. Moi je me dis il reste toujours le joueur le plus avec le plus grand progrès dans la NBA. Il a été le meilleur, le joueur le plus développé la saison passée. Et je crois que même cette saison, jusqu'à présent, jusqu'à ce niveau de la saison, il reste le joueur avec le plus grand rythme, avec le plus grand level de progrès, quoi. Et en ce qui concerne le fait que Nick Nurse essaye de le presser comme un citron, d'après ce que tu dis, moi je trouve ça tout à fait normal parce que en NBA, il y a ce qu'on appelle, je sais pas comment on dit ça en français, mais vas-y, tu peux le dire en anglais, il n'y a pas de souci. Ils appellent ça momentum. Oui, tout un peu. Donc, on en parle. Il y a ce qu'on appelle, voilà, quand un joueur prend un certain rythme et on voit du progrès, on voit un élan. Quand il est chaud, on le laisse jouer. Voilà, parfois c'est bien de continuer avec cet élan-là et de ne pas le stopper. Parce que Siakam actuellement est sur un élan, il est sur une courbe montante en fait. Donc si après son retour on essayait de faire load management comme on le fait avec Kawhi et tout, ça devait stopper beaucoup sur son élan. Parce qu'il est un joueur montant, il est un joueur qu'on est en train de découvrir, il est un joueur qui est en train d'essayer de se situer dans la ligue.
Voilà, donc la décision de Steve Nurse pour moi est tout à fait légitime. Et pour revenir, je vais un peu m'associer à ce que Simon disait, qui est très très important sur cette équipe des Raptors. Et avant de dire ça, je vais parler de Kawhi. Parce qu'on peut pas vraiment parler des Raptors de cette saison sans parler de Kawhi. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Kawhi. Pourquoi? Parce que, mis à part le fait qu'il soit un joueur très talentueux, c'est un joueur qui comprend beaucoup de choses en ce qui concerne le basketball. Je m'explique. Bon, quand il a décidé de quitter les Raptors, il y avait beaucoup d'options il y avait beaucoup d'options pour lui. En fait, il y a beaucoup de décisions qu'il pouvait prendre. Mais il a choisi de quitter, malgré le fait qu'il n'avait que fait une seule saison là-bas et il a gagné un trophée. Il a décidé de quitter. Et son départ, pour moi, a été la meilleure chose qui puisse arriver à cette équipe. Pourquoi? Parce que s'il restait là, il y a beaucoup de joueurs qui étaient en phase d'hibernation. On parle des joueurs comme Siakam, des Powell et tout. Et ce sont des joueurs qu'on découvre aujourd'hui, on voit comment ils sont en train d'éclore. Tout simplement, pourquoi? Parce que Kawhi les a donné cette ouverture-là. Si Kawhi était encore là, il y a beaucoup de choses qu'on ne verrait pas aujourd'hui sur cette équipe. Tu vois, c'est vrai qu'un comme Siakam, on a commencé à le voir même pendant que Kawhi était là. Mais juste par rapport au niveau d'influence qu'un joueur comme Kawhi a sur une équipe, son potentiel et tout, ça devait vraiment être difficile pour certains joueurs de s'exprimer comme ils s'expriment aujourd'hui. Tu vois. Et son départ a aussi levé le niveau mental de l'équipe. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se sont dit la saison passée que cette équipe a gagné à 70% grâce à Kawhi. Donc, il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui ne croient pas que cette équipe peut aller loin cette saison parce qu'ils n'ont plus Kawhi. Vous voyez un peu donc. Du coup, le départ de Kawhi leur a un peu relevé le mental parce qu'ils se sont dit, bon, voilà, nous sommes champions, mais notre titre de champion n'a toujours pas tout le crédit qu'il doit avoir. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens se disent qu'on a été champion à cause d'un seul joueur. Bon, maintenant, voilà l'occasion pour nous de prouver que ce n'était pas juste Kawhi. Il y a eu beaucoup d'autres choses derrière. Il y a des choses que les gens ne voyaient pas. Il y a des joueurs que les gens ne voyaient pas qui faisaient un boulot extraordinaire. Et voici l'occasion de prouver au monde qu'ils nous sommes vraiment, que voilà, même sans Kawhi, même si on ne gagne pas au championnat, on peut quand même jouer une finale de NBA. Vous voyez un peu, donc c'est un peu dans cette lancée-là que le mental de l'équipe est en train de vraiment, et c'est là où je rejoins Simon quand il dit que cette équipe, actuellement, c'est l'équipe avec le meilleur mental dans toute la ligue. Parce que même si les trois joueurs cadres sont à terre, on se rend compte qu'ils sont toujours capables de produire un bon résultat. Pourquoi? Parce que le mental est là. Ils sont assis, comme on dit souvent au pays là. Donc il y a vraiment rien qui peut les déplacer. Et déjà, ils savent que bon, ils sont les champions en titre. Donc il y a déjà ce respect là qui s'installe quand ils arrivent quelque part. Et de deux, ils savent que bon, il y a des joueurs qui n'ont rien à perdre. Donc il y a beaucoup de joueurs là qui ne sont pas considérés comme les LeBron ou comme les Kawhi, mais qui ont plutôt tout à prouver. Normalement, quand un joueur entre sur un parquet, un joueur comme peut-être Siakam, et il se dit, bon, là où je suis, on ne me connaît pas encore comme un Kawhi ou comme un LeBron, mais on me connaît comme un joueur qui a du potentiel. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de prouver ce dont je suis capable. Tu vois, donc il n'a vraiment pas cette pensée de, oh, je vais échouer et tout, parce que même s'il échoue, on va se dire, bon, voilà, ce n'est pas quand même un Kawhi ou bien je sais pas, ou un LeBron ou un Embiid ou quelque chose comme ça. Lui, on est encore sur le processus de le découvrir. Tu vois un peu, donc c'est un peu l'étendue du potentiel de cette équipe qui me plaît en fait. Qui te plaît. Voilà, il y a vraiment du potentiel et le potentiel est beaucoup plus mental parce que quand une équipe a le mental, croyez-moi, ils peuvent créer des miracles. Et c'est là où vraiment je vois vraiment, et revenant sur le retour de Pascal, comme je l'ai dit, il est un joueur qui est sur une courbe montante. Normalement, avec le style de blessure qu'il a eu, on ne s'attendait pas quand même à ce qu'il fasse un 49 points sur son premier match. Ça, c'est clair. Si, moi, j'attendais. Moi, quand j'ai vu les premiers points là dans son body language, là, j'étais tout excité. Là, j'ai crié tout. Ouais. Bon, en fait, moi, je me dis toujours que ça reste le joueur. Je peux pas dire le plus talentueux, mais ça reste le joueur qui pour moi applique à la lettre les fondamentaux du basketball. Je suis d'accord. Parce que quand tu regardes Siakam jouer, il va pas faire les dribbles comme Curry, il va pas faire les trucs extraordinaires, mais quand il a le ballon,
il fait le ABC du basketball à la lettre, donc Oui. de manière parfaite. Tu comprends ce que je veux dire? Comme un étudiant du voilà jeu, vraiment d'où vient. Donc, tu comprends que c'est un joueur qui travaille son jeu, il travaille vraiment sur son basketball. Et c'est ce qui me plaît sur lui. Et s'il continue sur cette lancée, croyez-moi, on va, bon, il est même déjà dans la conversation des Bien MVP sûr. de cette saison. Bon, Bien sûr. c'est peut-être sa blessure qu'il a un peu ralenti, mais s'il continue comme ça, il risque de me mettre MVP d'ici quelques années. Ce serait merveilleux. Missy, tu termines sur ce dossier avec cette deuxième place pour le vote des All-Star Games dans la conférence Est. C'est merveilleux hein, de voir tous ces votes pour le joueur, même malgré le fait qu'il a été blessé, il a été absent quelques semaines. J'ai un petit peu j'ai eu peur hein. Je me suis dit bon avec l'absence peut-être que les votes ce sera pas trop ça, mais voilà, ça ne fait que grandir et il est devant Joel Embiid hein, pour les votes pour l'All-Star Game. Il est bien devant Joel Embiid. Il est nettement, ceci dit, devancé par Giannis Antetokounmpo, mais il est aussi devant Joel Embiid. Juste une chose, c'est mirobolant pour notre pays, notre petit pays, Extraordinaire. de se dire que extraordinaire même. Souvent on voit les critiques sur les réseaux sociaux et autres, mais des fois on ne mesure pas le moment que nous sommes en train de vivre. Moi, je regarde la NBA depuis les Olajuwon et autres. Je pensais jamais voir ça de ma vie. Et je suis extrêmement ravi pour Pascal Siakam, pour Embiid, pour ces gamins qui ont fait des efforts. Parce que au pays, parfois, vous avez beau faire des efforts, mais il vous faut les opportunités. Il faut que quelqu'un vous appelle. Mais aux États-Unis, on ne regarde pas du tout ça. On regarde où il est votre talent. C'est ça. Si vous êtes devant un Américain, vous êtes devant un Américain. Ils n'ont aucun problème, eux, avec ça. Et la NBA cherche les meilleurs. Quand vous cherchez les meilleurs, ben, vos yeux sont tournés vers les meilleurs. Et se dire que nos gamins camerounais peuvent se mesurer aux meilleurs, c'est extrêmement important. Qui peuvent rester aussi en hauteur. Rendez-vous compte, Siakam est quand même un MIP avec un titre de champion NBA. Et il est parmi les meilleurs joueurs de ce début de saison. Donc la suite logique, c'est les playoffs. L'autre suite logique, c'est ce match de gala qui s'appelle le All-Star. Donc il est finalement dans la logique. Alors Les choses suivent leur cours parce qu'ils se donnent à fond aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Voilà. Alors Steve, est-ce que toi aussi tu réalises un petit peu ce dont parle Missy je reviens sur le passé du All-Star Game, parce que on parle du All-Star Game un petit peu. Je ne me souviens pas que les étrangers aient à ce point dominé les votes au All-Star Game. J'ai l'impression il me semble bien que parce que cette année on a quand même trois, on a Giannis, on a Pascal Siakam, on a Joel Embiid, on a trois étrangers quand même en tête des votes. On a trois, Luka Doncic, voilà. Non, mais oui, Luka Doncic à l'ouest, mais je veux dire, dans la conférence Est, on a quand même trois étrangers qui dominent de la tête et des épaules, les votes, au All-Star Game, c'est... Je sais pas. Devant des gars comme Kyrie. On écoute Steve et après, vous réagissez. On va écouter le doc aussi. Vas-y, Steve. Ouais, excusez-moi. En fait, ce que je voulais dire, c'est, je vois, bon, pour moi, personnellement, je ne crois pas que ça soit une surprise, hein, parce que quand on regarde un peu l'évolution du basket américain, je parle du basket américain parce que on parle de la NBA, vous allez vous rendre compte que même dernièrement au championnat du monde du basket, les Américains ne sont plus aussi ne font plus peur comme ils faisaient peur il y a 4 ou 5 ans, oui. ou il y a 10 ans. Oui. La preuve, c'est qu'ils n'ont même pas pu arriver en finale. Ils se sont fait battre par, je pense que c'était la Croatie ou quelque chose. Voilà. Donc, voilà une preuve, voilà vraiment une expression physique et réelle de ce qui se passe dans la NBA actuellement. Parce que il y a beaucoup de talents extérieurs qui s'infiltrent dans la NBA actuellement. Et ça,
à un certain niveau, ça commence déjà à anéantir même les talents américains. Bon, c'est vrai que pour l'instant, les Américains restent toujours dominants, mais comme elle l'a dit, ça fait plaisir de voir vraiment qu'il y a une couche extérieure qui montre aux Américains que bon voilà, vous avez dominé pendant longtemps. Nous, on veut aussi vous faire comprendre que voilà, on vous a observé et maintenant l'élève veut dépasser le maître. Dépasser le maître. Ouais, un peu, voilà. Donc, et pour nos frères camerounais, moi, je peux qu'être content. Et je crois qu'il y a de cela 3 semaines, j'ai fait un post dans le groupe WhatsApp et les gars se sont moqués de moi. Là où je disais que j'ai fait un rêve où l'équipe nationale du Cameroun se sont présentés au championnat du monde avec Joachim Noah, Siakam, MP et le gars de Charlotte là, son nom c'est quoi, Batum, oui, on a souri. Non, franchement, j'ai fait ce rêve. Et moi, dans mon rêve, on a gagné le championnat du monde. C'est un merveilleux rêve. On a battu tout le monde. Je te le dis déjà, c'est un merveilleux rêve. Alors, on en sourit, mais c'est un merveilleux rêve. Moi, j'apprécie beaucoup ton rêve. Ouais, ça, ce sont des aspirations qu'on doit avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas. Oui, ce sont des aspirations qu'on doit avoir parce que c'est vrai qu'on peut pas vraiment se dire, c'est vrai qu'un Embiid ou un Siakam dans l'équipe nationale aujourd'hui, c'est pratiquement quelque chose de pas faisable, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ce sont des trucs qu'on doit aspirer à ce genre de choses. C'est vrai. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a Siakam. Aujourd'hui, on a Siakam et Embiid. Qu'est-ce qui nous dit que dans 10 ans, on n'aura pas 4 ou 5 autres Camerounais dans la... Je fais partie de ceux qui croient fermement au fait que Joel Embiid et Pascal Siakam finiront par jouer avec l'équipe nationale. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. Et si je vous le dis, j'ai pas envie de vous dire croyez-moi, mais j'ai souvent dit des choses et je pense que je ne me suis pas souvent trompé depuis qu'on parle du off. Je vous garantis, Joel Embiid et Pascal Siakam finiront par jouer pour l'équipe nationale. Maintenant, je voulais simplement réagir, mais il y a le Doc ONP qui voulait aussi dire des choses. Le Doc ONP, qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que je t'ai entendu. Le Doc. Non, c'est le rêve qui m'a... Mais c'est un beau rêve, non, le Doc? Toi aussi, tu veux pas... C'est la fin du rêve où on gagne le championnat du monde. Non, mais attends, le Doc ONP, le Doc. Attends, je te coupe pas, le Doc ONP. Je te coupe pas. Mais je te redonne la parole. Pour ceux qui écoutent un petit peu les autres talk shows sur Radio All Fame Basket, parce qu'il n'y a pas que les talk shows d'Oncle Phil Basket. Hein, j'en profite pour envoyer une petite perche comme ça à Steve. Steve, si tu veux suivre les autres talk shows de la radio, il y a le player qui est sur le site internet. Tu peux écouter facilement. Tu le mets en favori sur ton téléphone. La radio tourne 24 heures sur 24. Ça c'est pour les talk shows Radio All Fame Basket. Il y a d'autres réalisateurs de podcasts qui interviennent régulièrement sur le parquet, des Français, des Canadiens. Il y a un groupe de Canadiens qui ont un podcast qui s'appelle Aléo Podcast. Ils sont régulièrement sur Radio All Fame Basket en diffusion. Si j'en parle, c'est parce que j'ai écouté un podcast d'un groupe qui s'appelle ça s'appelle les podcasts transatlantiques. C'est Dunk Hebdo, je crois, ou Dunk Hebdo, et il faisait un débat sur la possibilité d'avoir une union Joel Embiid et Pascal Siakam en équipe nationale du Cameroun, et c'est des Français, je leur envoie un big up ce soir sur le parquet de la radio, et ils disaient dans leur podcast que voir Joel Embiid, ils n'osent pas imaginer les dégâts que pourraient faire Joel Embiid et Pascal Siakam en équipe nationale. Il est clair que si l'équipe nationale se pointe avec Joel Embiid et Pascal Siakam, ça va faire des gros dégâts. Donc ONP, tu réagis? Non, je disais juste que c'est en fait la chute m'a fait rire, mais je disais attention quand même parce que j'en ai rigolé, mais je dis pas que c'est pas sérieux parce que on voit bien que je prends l'exemple de la fameuse Slovénie quand il s'impose au championnat d'Europe ou je sais pas qui, donc c'est avec 2 joueurs NBA moyens. Quand je vois la Finlande qui a avec Markkanen fait trembler quand même des gens en Europe ici, parfois dans cette sélection nationale, et on a vu que les États-Unis parfois négligent les championnats du monde, ce genre de choses. Je peux vous dire, dans ces sélections nationales, quand tu as
rien que 2 joueurs NBA comme Pascal Siakam et Joel Embiid, tu te positionnes